l'orchestre. Un boxeur de 27 ans, de 2 mètres de haut s'entraîne. Il boxe seul, dans le vide. Sa respiration se fait de plus en plus sonore et sa boxe devient petit à petit une danse, une lutte. En voix off, on entend un extrait du poème High d'Arthur Craven. Ce soir, quelle est ma méprise, qu'avec tant de tristesse, tout me semble beau. L'argent qui est réel, la paix, les vastes entreprises, les autobus et les tombeaux, les champs, le sport, les maîtresses, jusqu'à la vie inimitable des hôtels. Je voudrais être à Vienne et à Calcutta, prendre tous les trains et tous les navires, forniquer toutes les femmes et baffrer toutes les mondain, chimiste, putain, ivrogne, musicien, ouvrier, peintre, acrobate, acteur, vieillard, enfant, escroc, voyou, ingénosseur, millionnaire, bourgeois, cactus, girafe, corbeau, lâche, héros, nègre, singe, dochuan, souteneur, paysan, chasseur, industriel, faune et flore. Je suis toutes les choses, tous les hommes et tous les ennemis. Que faire? Essayons du grand air. Peut-être égoïste. Ma funeste pluralité. Le rythme de l'océan berce les transatlantiques, et dans l'air où les gaz dansent comme des toupies, et tandis que siffle le rapide héroïque qui arrive au Havre, s'avancent comme des sources les matelots athlétiques. New York, New York, je voudrais t'habiter. Arthur et Léon se rencontrèrent à bord du Montserrat, steamer transatlantique espagnol qui naviguait vers New York après avoir quitté le 1er janvier 1917 le port de Cadix. Arthur y avait embarqué grâce à l'argent remporté lors de son combat contre Jack Johnson, champion du monde poilu. Il avait empoché la somme nécessaire pour la traversée. Léon, quant à lui, avait embarqué 4 jours avant à Barcelone. Ce soir-là, ils firent connaissance sur le pont du paquebot. Le navire provoquant de la compagnie anglaise me fit prendre place à bord et terriblement excité du beau confort du navire à turbine, comme de l'installation de l'électricité qui illumina par torrent la trépidante galerie. Ce soir-là, Léon écrivit dans son journal. J'ai fait la connaissance de ce boxeur, poète à l'occasion, déserteur, aventurier, banni d'Europe. Qui d'autre aurait pu avoir l'idée de traverser l'Atlantique sur un mauvais vapeur espagnol? Arthur se faisait appeler Arthur Craven. Il avait 29 ans. Léon se faisait appeler Léon Trotsky. Il avait 37 ans. Dans quelques heures, je prendrai un bateau qui m'emmènera de l'autre côté de l'Atlantique. Ainsi, je cesserai d'exister. Beethoven. Aéroport de Mexico, printemps 1970. Glenda et Lester attendent un taxi à la sortie de l'aéroport. Lunettes de soleil, valise, regard au loin. Lester boit un Coca-Cola. Lorsque Glenda et Lester atterrirent à l'aéroport de Mexico en ce matin de printemps 1970, ils n'étaient pas mécontents de quitter la Californie. Glenda n'était pas revenue au Mexique depuis plus de 20 ans. Depuis ce jour de décembre 1953 où, âgée de 11 ans, elle avait pris le vol retour pour Los Angeles accompagnée de toute sa famille après 2 années d'exil au Mexique. Nous sommes devant le numéro 66 de la rue de Mississippi, à Mexico City. Devant l'immeuble où est mort le 26 mars 1969 l'homme connu sous le nom de Beethoven. Beethoven, qui est l'individu qui se cache derrière ce pseudonyme dont même le prénom reste un mystère. Il a écrit entre 1925 et 1940 des romans à contenu anarchiste qui se sont vendus à des millions d'exemplaires à travers le monde. L'adaptation au cinéma de son roman, Le Trésor de la Sierra de Madre, est devenu un classique après avoir triomphé aux Oscars. Albert Einstein, à qui l'on demandait quel livre il emporterait sur une île déserte, avait répondu n'importe lequel, pourvu qu'il soit de travail. Partons ensemble pour découvrir le mystère de celui qui demeure encore la plus grande énigme littéraire jusqu'à aujourd'hui. Et cut! Si Glenda avait fait la Californie, c'était un homme du couple et de l'argent qui ne manquait pas à la solution. C'était pour l'idée que vivait là où tout le monde avait découvrir qui était vraiment Beethoven. Mais elle savait qu'elle était aussi venue pour une autre raison qu'elle ne parvenait pas, peut-être ne voulait-elle pas identifier. J'ai pensé qu'au montage, on pourrait interposer les identités potentielles de Traven, puis on reviendrait sur moi pour la dernière phrase. C'est pas impossible, mais ça va casser l'unité du plan. Je me demande, cette histoire du fils caché du Kaiser, c'est vrai? Parce que ça serait vraiment bon. Non, c'est qu'une légende de plus, Lester. Mais tu sais, quand la légende dépasse la réalité, imprime la légende. Et maintenant, on fait quoi? Maintenant, on sonne et on rencontre la veuve.
Et pour finir, la pièce la plus importante de cette maison. Le bureau de mon défunt mari. Rien n'a changé depuis 8 ans. Et ici, c'est son perroquet, Zapata. Ravel l'avait baptisé ainsi en référence à Emiliano Zapata. Zapata, tu dis quelque chose à nos invités? Oui, Esther, ça te va comme ça? Oui, parfait, je vais faire un plan là, John Ford. Rosalie, merci de nous recevoir. Alors, une première question qui nous brûle les lèvres à tous. Quand avez-vous su que votre mari était Beethoven? Vous savez, avec mon mari, il fallait accepter de ne jamais avoir accès à toute la vérité. Mais c'est justement... Plus tard, Glenda se rendra compte qu'à cet instant, chacun s'habituait à jouer son propre rôle. Rosa Elena, celui de la veuve dépositaire de la mémoire de son défunt mari, Lester, celui du réalisateur fiévreux possédé par son sujet, et même elle, celui de la journaliste prête à tout pour faire éclater la vérité au grand jour. Même Zapata semblait faire tout ce qu'il pouvait pour être fidèle, en compagnon, témoin des dernières années de vie de son maître. Malgré toutes les découvertes qui ont été faites sur lui, personne n'est en mesure de nous dire qui il était vraiment. Alors est-ce que vous, Rosa Elena, savez qui était l'homme qui se cachait derrière ce pseudonyme? Écoutez, je vais tout vous dire. Personne n'a jamais su ce que je sais sur lui. Mais pour commencer, je vais vous avouer quelque chose que je ne veux pas dire devant les caméras. Mon mari était en réalité... Si vous ne voulez pas qu'on vous mente, ne posez pas de questions. Le mensonge est la véritable défense de l'homme civilisé face à quiconque l'importune. Il n'y aurait pas de mensonge s'il n'y avait pas de questions. Beethoven. France, novembre 1917. Sur le front, tranché, tombé de la nuit, une pluie d'obus, explosion assourdissante, planage de terre, fumée noire. Deux soldats américains se derrière un talus pour se protéger. Ils sont obligés de crier pour se faire entendre. T'es arrivé quand? Avant-hier. Tu viens d'où? Shell City, Colorado. Faut pas rester là. La fumée des tranchées se dissipe. Elle laisse place au nuage de fumée d'une cigarette qui entoure un homme de 40 d'années qui écrit. Extérieur nuit. John et Billy courent sous une pluie d'obus. Un obus explose à côté d'eux. Panache de terre, fumée noire. Travaille encore à ce scénario. Oui, je suis persuadé qu'il faut faire ce film. Et tu vas penser à qui pour jouer mon rôle? Je n'y ai pas encore réfléchi. De toute façon, personne ne voudra interpréter un soldat mutilé tous ses membres. De toute façon, personne ne voudra produire ce film. Je suis le scénariste le mieux payé d'Hollywood. Et ma carrière est sur le point de s'effondrer. On m'accuse d'avoir appartenu au Parti communiste. Allô? Dalton Trumbo, tu m'écoutes? Allô? Personne. Ça fait plusieurs fois que ça se produit cette semaine. Tiens, c'est étrange. Il y a deux hommes en bas qui regardent dans cette direction. Ils sont déjà venus hier à l'avant-hier. Je pense qu'ils sont du FBI. Esther, est-ce que tu penses que Speedy Gonzalez est raciste? Speedy? Non, sûrement pas. C'est la souris la plus rapide du Mexique. En plus, il est super sympa. Je te demande pas si la souris est raciste, je te demande si le dessin animé est raciste. Arriba, je suis Speedy Gonzalez, la souris la plus rapide de tous les Mexiques. Ah, tu veux savoir si c'est l'expression d'un stéréotype discriminant envers la population mexicaine sous la forme de sowieso alcoolique et bon à rien à l'accent français? Ça se discute. Doucement sur Esther. Essaie d'attraper le verre. Il paraît que c'est aphrodisiaque. Esther, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu m'accompagnes et il ne se passe rien entre nous. Alors là, désolé de te décevoir, mais c'est la veuve qui m'intéresse. Je pense avoir mes chances. Reprenons. Travern a reçu son lit de mort avoir été l'acteur anarchiste militant Red Marie, qui prit part en 1919 à la République des conseils de
Bavière. Red Marut est également un pseudonyme. C'est le premier d'une liste d'hommes qui se cache derrière ce pseudonyme durant toute sa vie. Il échappe de justesse au procès d'exécution, s'installe ensuite à Mexico, prend le nom de Alcrove et épouse Rosalena. Donc, d'un côté, on ne connaît toujours pas sa réelle identité, et de l'autre, on se retrouve avec... J'ai fait la liste exacte. Une trentaine de noms. Esther, ça va? Putain, je crois que j'ai avalé le verre. J'ai l'impression que je gonfle. Tu peux regarder si mes lèvres gonflent? Esther, je t'ai dit qu'il ne se passera rien. Mais sérieux, j'ai peut-être une allergie au verre. C'est pas un verre, c'est une larve. Et tu sais ce qu'on raconte, Esther? Qu'elle aurait des pouvoirs hallucinogènes et qu'elle permettrait de voir dans l'avenir. Alors je sais pas si on doit commencer à s'inquiéter. Je viens de voir passer le squelette d'une dame avec un chapeau. Un squat dans un cinéma désaffecté. Une salle de projection où tous les fauteuils ont été enlevés. Certains traînent encore repliés sur le côté contre un mur. L'écran est toujours là. Il est sale et abîmé. Une déchirure a été rafistonnée avec du gaffeur blanc. Beethoven est devenu l'un de ces mystères, un peu comme Shakespeare. Et plus on en apprend à son sujet, plus le mystère s'épaissit. Qu'est-ce qui vous fait croire que l'homme qui est mort dans cette maison de la rue Mississippi était Beethoven? Je veux dire que rien ne le prouve. C'est possible qu'il était un ami de Traven. Il possédait certaines choses à lui et certains de ses manuscrits. Rosalena était au courant du mystère Beethoven. Elle a pu vouloir en profiter. C'est une femme très maligne, vous savez. Quand ses premiers romans ont commencé à se vendre, on a voulu savoir qui il était. Mais il a refusé d'emblée de donner des réponses sur sa biographie. Et cela a tout de suite fait naître des conjectures hasardeuses. Comme les manuscrits étaient expédiés depuis le Mexique, on a commencé à raconter que c'était un marin américain déserteur qui avait trouvé asile. Parce que dans ce genre de pays, s'enquérir du nom de quelqu'un, de son métier, d'où il vient et où il va, est en manque de tact presque une offense. En ce qui me concerne, je penche plutôt pour une origine indigène de travail. Je pense qu'il est indien ou les dans lui. Je crois que c'était pour lui un vrai passe-temps. Un plaisir de mener les gens en bateau en les envoyant sur la mauvaise piste. Quand on lui posait des questions sur sa jeunesse, il disait que tout ça était loin, qu'il ne s'en souvenait plus. Et quand on l'interrogeait sur ses origines, il balayait la question d'un revers de la main. Quand j'étais adolescente, j'aimais imaginer que s'il ne pouvait pas évoquer son passé, c'est parce qu'il était en réalité un agent secret. Ma théorie, c'est qu'il y avait deux Traven. Un qui avait vécu un certain nombre d'expériences et un autre qui les a disparus. Alcrove était Beethoven. Maintenant la question est, qui était Alcrove? Mon opinion est qu'on ne sait pas qui était Beethoven. Beethoven récusait toute nationalité et toute citoyenneté. Cela nourrissait forcément des rumeurs et des légendes. On le désignait tantôt comme un trotskiste en fuite, tantôt comme un anarchiste ou comme un délinquant forcé de se cacher sous un pseudonyme. Il y a aussi cette théorie. Pourquoi c'était en réalité un groupe d'écrivains? Ce collectif Traven, composé de 5 personnes, aurait formé une sorte d'international d'écrivains utilisant la littérature pour faire passer leur message anticapitaliste et anticolonialiste. Traven s'était battu pour rester un mystère, dans un monde de plus en plus transparent. Il a multiplié les masques et les fausses pistes. Établir sa biographie se révélait non seulement impossible, mais surtout un non-sens absolu. J'ai l'impression qu'il agissait comme quelqu'un qui se sentait poursuivi. Ma biographie ne vous décevrait pas. Mais elle ne regarde que moi et je veux la garder pour moi. La biographie d'un créateur n'a aucun intérêt si cette personne n'est pas comprise et reconnue pour son œuvre. Alors, elle ne vaut rien, pas plus que son œuvre. Beethoven. Spartacus sort en 1960. C'est un film réalisé par Stanley Kubrick et produit par Kirk Douglas. À sa sortie, Trumbo part avec toute sa famille au Mexique pour pouvoir continuer à écrire des scénarios avec sa famille. Et donc, j'avais pensé qu'on pourrait commencer par projeter Spartacus. On a trouvé une copie là-haut. Et ce qu'on peut faire, après la projection, c'est raconter des anecdotes sur le film. Par exemple, vous savez que la commission
de censure a demandé le retrait d'une scène à connotation homosexuelle entre Laurence Olivier, Crassus, et Tony Curtis, l'esclave. Dans la scène, Crassus demande à son esclave, pendant qu'il le lave, s'il aime les huîtres ou s'il préfère les escargots. Et la commission a trouvé ça trop sulfureux. Donc, ils ont proposé de le changer par truffe et artichaut. Vous m'écoutez? Oui, Alex, les huîtres ou les escargots? Non, justement, les truffes et les artichauts. Oui, mais on peut aimer les huîtres et aimer les escargots. Enfin, je veux dire, les deux ne sont pas incompatibles. C'est justement ce que dit Crassus. Il dit qu'il aime à la fois les huîtres et les escargots. Non, mais Elisa, les huîtres, les escargots, bah ouais, quoi, moi j'aime les deux. Ah oui? Tu aimes les deux? Je savais pas. Bah oui, c'est quoi le problème? Je crois que ça m'excite un peu de savoir que tu aimes les deux. Non mais Elisa, les huîtres, les escargots. Ah oui, d'accord, ok. De toute façon, t'es végétarienne, non? Mais tu manges des escargots? On peut être végétarien et manger des escargots. Mais non. Si t'es végétarienne, tu manges pas d'escargots. Faut être logique, les escargots, c'est de la viande. Bah si, moi je suis végétarienne et je mange des escargots. Attendez, on est d'accord qu'on parle plus de sexe là. On parle vraiment plus des escargots. Non, mais toi, t'es punk et végétarienne. Déjà là, je comprends pas. Eat pussy, not animals. Ça tu comprends? Ah oui. Mais toi, c'est plutôt les huîtres que tu préfères. Ah là on parle à nouveau de sexe. Déjà à nouveau, tu dis rien quoi. Tu préfères quoi, les huîtres ou les escargots? Yann. Non, mais c'est vrai. On te connaît pas encore. On t'autorise à dormir ici, mais on te connaît pas vraiment. Je parie que t'es plutôt escargot, non? Yann, arrête, t'abuses. Non, je ne suis pas. J'aime les femmes. J'aime les femmes, écoutez-le. Bon, en attendant, ça serait bien qu'on fasse le point sur l'organisation de la soirée de samedi. Si on commence à accueillir du monde et à faire pas mal de bruit, on est sûr qu'on va avoir droit à une petite visite technique. Attends, je crois que le nouveau, il sait pas de quoi on parle. Et le nouveau, tu vois qui c'était? Arthur Travant? Non, je vois pas. Il voit pas. Mystérieux Sir Arthur Travant était tel qu'il se définissait le poète aux cheveux les plus courts du monde. Il était aussi champion de boxe amateur. Je crois devoir vous dire tout de go que je préfère de beaucoup, par exemple, la boxe à la littérature. Et il organisait aussi des conférences poétiques où il était censé lire des poèmes, mais il finissait toujours par menacer de se suicider ou pas se foutre à poil. En fait, moi je sais que ces conférences étaient les premiers happenings de l'histoire de l'art. Cravant est le premier à avoir placé l'action au-dessus de l'art et avoir voulu que ce soit sa vie qui soit son œuvre. Et c'est dans ce cinéma, à l'époque où c'était encore qu'un musical, qu'Arthur Travant a organisé sa dernière conférence. D'après les recherches qu'on a faites, ils avaient enlevé les sièges et ils avaient installé le ring juste là. C'était le 5 juillet 1914. Et samedi, 80 ans après, jour pour jour, je vais reconstituer, ou plutôt réinterpréter cette performance. Attends. J'ai trouvé ce livre et j'ai pensé à toi. C'est sur cet auteur que tu lis, Beethoven. J'ai trouvé ce livre en faisant des recherches sur Dalton Trumbo, le scénariste de Spartacus. Merci. Et t'as pensé à ce que je t'avais proposé la dernière fois? Parce que... Oui, enfin... redis-moi ce que tu voulais. Non mais sinon c'est pas grave. Si, pardon, excuse, je t'écoute. Ça me fait penser à cette phrase d'Edgar Morin. Le cinéma reflète le commerce mental de l'homme avec le monde. Et on peut commencer à y travailler demain. Ce soir, si tu veux, si tu peux, moi je peux ce soir. Je suis là, tu es... Oui, mais c'est pourquoi pas, il y a pas mal de choses à dire. Je vais prendre un peu l'air, tu m'excuses? Ça va pas? Ouais. Le cinéma reflète le commerce mental de l'homme avec le monde, mais quelle conne! Non. Mais si, c'est pas mal comme règle. Je n'ai pas forcément choisi Edgar Morin, mais bon. Ta gueule. Non, mais moi, quitte à donner dans l'anthropologie, j'aurais plutôt choisi Claude Lévi-Strauss, soit Trisotropique ou Structure des mythes. Mais là, j'ai envie de dire. Chacun son style. À New York, Arthur passait ses nuits sur les bancs de son trépas. Le jour,
Il traversait la ville en grandes enjambées, une ribambelle admirative de garnements attachés à ses pas. Il repensait souvent au match qui lui avait permis de traverser l'Atlantique. Le match contre Jack Johnson. C'est dans le sillage de Poe, Whitman et Emerson, les plus grandes gloires de l'Amérique. S'il devait y avoir une révolution, je me battrais pour qu'on l'intronise roi des États-Unis. Combattre un champion du monde poids lourd quand on est un simple champion amateur, c'était aux yeux d'Arthur un geste poétique sublime, provocateur. C'était faire de sa vie une œuvre d'art plutôt que de passer sa vie à en faire. C'était condamner l'art au nom de la vie. C'était devenir un poète vivant. Malgré tout, j'aspire au succès. Je sais que je saurais drôlement bien m'en servir, et je trouverais amusant d'être célèbre. Mais que ferais-je pour me prendre au sérieux? Mais quel embarras. Je désire aussi la vie merveilleuse du raté. À New York, Arthur retrouva des artistes parisiens exilés. À leur demande, il reproduisait les conférences scandaleuses qui avaient fait sa réputation à Paris. Et maintenant, je vais me suicider! Des conférences auxquelles ne manquaient pas d'assister des agents du FBI qui surveillaient de très près des agissements de ce poète boxeur anarchiste. Je me trouvais à New York, cette cité fabuleusement prosaïque de l'automatisme capitaliste, où triomphe dans les rues la théorie esthétique du cubisme et dans les cœurs la philosophie morale du dollar. Léon, quant à lui, avait dès son arrivée repris ses activités de révolutionnaire socialiste. Il écrivait des articles, organisait des conférences et prenait la parole dans des meetings ouvriers. C'est avec une profonde confiance dans la révolution qui vient que je quitte l'Europe ensanglantée. Et c'est sans aucune illusion démocratique que je prends pied sur le rivage du Nouveau Monde qui a déjà assez vieilli. Des meetings auxquels ne manquaient pas d'assister des agents du FBI qui surveillaient de très près des agissements de ce révolutionnaire communiste venu de Russie. Glenda était retournée voir Rosa Elena dans son appartement de la rue Rio Mississippi. Elle avait l'espoir de lui soutirer une dernière révélation. Dut-elle pour cela user de ses charmes? Car elle avait le sentiment étrange, mais peut-être n'était-ce là que le fruit de son imagination, que la veuve n'était pas insensible à sa personne. Je travaille pour les FBI. Attends. Qu'est-ce que tu as dit? Zapata, tu peux répéter? Zapata qui travaille pour le FBI? Je travaille pour le FBI? Beethoven travaille pour le FBI? Tu l'as entendu dire ça? Je travaille pour le FBI. Rosa Elena travaillait pour le FBI? C'est elle qui t'a dit ça? Je savais que cette veuve cachait quelque chose. Je travaille pour le FBI. Un agent du FBI est venu ici. Zapata, écoute-moi. Qui t'a dit ça? Qui travaille pour le FBI? Je travaille pour le FBI. J'ai bien compris, Zapata. Ça fait la 4e fois que tu me répètes. Mais qui t'a dit ça? Je travaille pour le FBI. Ou alors, tu travailles pour le FBI, Zapata. Tu es chargé d'écouter tout ce qui se passe dans ce salon et de répéter tout ce que tu entends. Tu es une taupe? Écoute-moi bien, Zapata. Est-ce que tu es une taupe? Je vois que vous avez fait connaissance. Il adore regarder des séries policières américaines. Je trouve qu'il n'a pas l'air très en forme. Bon, il n'a jamais été très expressif. Je vous assure. Il ne bouge pas beaucoup. Qu'est-ce que vous dites? Il a été quoi? Je ne lui ai rien fait. Je dis juste qu'il n'a pas l'air très vivant. Je suis désolée, Rosalina. Mais je crois bien que Zapata est mort. Mais non. Comme je vous le disais, il n'a jamais été très expressif. Je travaille pour les FBI. Vous voyez qu'il est vivant? Il parle. Obsédée par l'idée de préserver la mémoire de son défunt mari, Rosa Elena avait fait empailler son perroquet et repasser en boucle les bandes sur lesquelles la voix du volatile s'était enregistrée. Glenda se rendait compte que Rosa Elena vivait dans une époque révolue qu'elle essayait par tous les moyens, même les plus futiles, de maintenir en vie. Il fallait définitivement reprendre cette enquête à zéro. Ok,
sens que la soirée est finie, mais où elle ne finit pas d'en finir. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? J'attends que les derniers soient partis pour me coucher. Je cherchais un coin pour lire. Il n'est pas un peu tard pour lire? Ouais, un peu tôt. Moi plutôt, effectivement. C'est quoi ce livre? L'armée des pauvres. Et alors? Je sais pas, c'est... Mais allez, vas-y, raconte. C'est de qui? Pourquoi tu lis ça? C'est pas pourquoi? Bon, ça se passe au début du XXe siècle, et ça raconte le soulèvement d'un jeune Indien révolté. L'auteur s'appelle Beethoven, et ce qui est fou, c'est qu'il a écrit ça en 1937. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment même là-bas. Ça te fait rire? Ah, non, bien sûr que non. C'est juste que... faut te prier pour te lancer, mais après, on peut plus t'arrêter. Je parle trop, c'est ça? Non. C'était une belle soirée, où nous aurions dit que nous étions tous des fantômes. Des fantômes d'une autre époque, revenus hanter les lieux de leur jeunesse. Des fantômes ivres et idiots. Il avait l'air bête, non? Avec son revolver en train de hurler. Oui. Ça avait quelque chose d'infiniment triste en fait, je trouve. Je croyais qu'il disait que c'était une belle soirée. C'était une belle soirée. Triste. Ça va. Je me sens comme un cheval de course dans un monde dépourvu d'hippodrome, ou un champion de football universitaire parachuté à Wall Street dans un costume d'homme d'affaires. C'est quoi? C'est un texte que j'aime beaucoup, un texte que j'aurais tellement aimé avoir écrit. Je me sens comme un cheval de course dans un monde dépourvu d'hippodrome, ou un champion de football universitaire parachuté à Wall Street dans un costume d'homme d'affaires. Je voyais ma vie se ramifier devant mes yeux, comme le figuier de l'histoire, où, au bout de chaque branche, comme une grosse figue violacée, fleurissait un avenir merveilleux. C'est moi. Je me vois, qui suis assise sur le figuier. C'est moi qui meurs de faim. Ça va, tu as encore le ventre de faim. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu n'es pas obligé de choisir tout de suite. Tu peux même choisir de manger toutes les figues si t'en as envie. Mais non, tu ne comprends pas. Un jour ou l'autre, faut bien que je choisisse. Et je sais que si je décide de cueillir une figue, je regretterai toute ma vie de ne pas avoir choisi celle d'à côté. Alors, plutôt que de regretter le choix d'une vie, je préfère n'en faire aucun. Je préfère regarder les unes après les autres les figues pourrir devant mes yeux et me laisser mourir de faim. Oh waouh. Pardon, je suis pas très gaie là, c'est la faute à la vodka. J'avais pas su qu'il s'était passé quelque chose entre eux. Ce qui est ironique, c'est que ce qui l'empêchait de partir à un moment donné, c'était elle. Et qu'au final, il est parti à cause d'elle. Enfin, à cause de ce qui s'est passé. De toute façon, les histoires de couple, c'est compliqué dans les squats. Moi, j'ai très vite compris qu'il fallait pas d'histoire au sein d'un collectif. Parce que t'es tellement impliqué dans la vie du lieu que de toute façon, tu n'as pas le temps pour ça. Et puis, tu vas beau avoir un discours sur la propriété que personne n'appartient à personne. Quand on dit une histoire de cul, c'est quand même un tout autre discours, non? Enfin bon. Je sais plus pourquoi on parlait de ça déjà. C'était quoi ta question déjà? Ah oui. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir abandonné mes idéaux? Tu sais, des fois, j'ai plutôt l'impression que ce sont mes idéaux qui m'ont abandonné. Tu vois ce que je veux dire? J'ai entendu la musique, vous permettez? Faites comme chez vous, je croyais que la soirée était finie, que tout le monde était parti. Il ne reste que nous? Vous devriez partir vous aussi. Il faut que nous parlions, monsieur Trambeau. Pardon, mais vous êtes qui? Je ne crois pas vous avoir invité chez moi. Vous savez très bien qui je suis. Montrez-moi votre insigne. Un signe, je n'ai pas d'insigne. Je n'ai pas besoin de vous montrer d'insigne. Je n'ai pas besoin de vous montrer ces saletés d'insigne. Qui vous a laissé entrer? Je n'ai pas besoin d'autorisation pour entrer, monsieur Trambeau. À vrai dire, je n'ai même pas besoin d'entrer. Nous connaissons tout sur vous. Nous savons que vous et vos amis faites partie d'un complot visant à répandre le parti communiste sur le sol américain. Le communisme est une épidémie. Et
comme toute épidémie, sa mise en quarantaine est nécessaire. Vous devriez vous mettre en quarantaine, monsieur Trombeau, avant qu'on vous y force. Vous connaissez le Mexique? Non. Vous devrez essayer, ça devrait vous plaire. Alors, Alors il n'y a presque rien. Beethoven est un pseudonyme qui a été utilisé pendant plusieurs années par un individu dont la véritable identité n'a pas été révélée publiquement. La signification du mot Beethoven reste inconnue. tiens, ça me fait penser à quelque chose que j'ai trouvé sur les enregistrements du perroquet. Esther, je peux te demander pourquoi tu as pris le perroquet? Je sais pas, j'arrivais pas à le laisser à l'hôtel. Je crois que je commence à m'attacher à lui. Des fois, j'ai l'impression qu'il me parle, qu'il n'est pas vraiment mort, qu'il me parle par-delà de la mort, tu vois, comme par un autre monde. Est-ce que tu penses que c'est possible? Venant de toi, Esther, tout est possible. Rien ne me surprendra jamais. Ça me fait penser à quelque chose, Esther. Qui passe d'une identité à l'autre? Qui a besoin plus que de personne d'autre de rester cacher sa réelle identité? Si vous voulez gagner ou rester gagnant, il vous faudra brûler les papiers. La première chose que nous devons faire est de brûler les papiers. Alors plus personne ne saura qui il est, comment il s'appelle, qui était son père et ce qu'il possédait. Je n'ai jamais perdu mon masque. Pardon? Vous me demandiez un signe distinctif? Au combat, je n'ai jamais perdu mon masque. À la lucha libre, c'est une marque d'honneur. Pourquoi un masque? Pourquoi porter un masque? Avouez que c'est tout de même étrange. S'exhiber sur un ring, mais dissimuler son visage. Je crois que je n'ai jamais très bien compris cet engouement pour le catch. Tout le monde sait très bien que tout est mis en scène. Je ne vois pas bien l'intérêt. Revenons à vous. Parlez-moi de votre enfance. Je suis né le 23 septembre 1917. Il va m'en falloir un peu plus. Je ne peux pas écrire un film sur vous si je n'en sais pas un peu plus. Vous pourriez me servir un verre, ça pourrait peut-être m'aider. J'ai commencé au milieu des années 30, j'avais à peine 18 ans. À mes débuts, je me battais sous des pseudonymes successifs. Ça vous fait sourire? Oui, c'est un peu ce que je fais moi aussi. Me battre sous des pseudonymes, écrire sous d'autres noms, car le mien a été mis sous liste noire. J'ai acheté une arme. Et vous savez ce qu'on dit quand une arme apparaît au début d'un film? On sait qu'elle servira à la fin. J'aimerais que celle-ci ne serve pas. Comment peut-on craindre autant un homme qui raconte des histoires? Il y a différentes façons de parler de la télévision. Mais dans une perspective business, soyons réalistes. Le véritable métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit entièrement disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Et rien n'est plus dur à obtenir que cette disponibilité. C'est là qu'intervient le changement permanent. Il faut chercher en permanence les programmes qui marchent, suivre les modes,
surfer sur les tendances, dans un contexte où l'information s'accélère, se multiplie et se banalise. Le Coca-Cola est fabriqué, comme son nom l'indique, à partir de feuilles de coca, à partir desquelles on extrait également de la cocaïne. Ces feuilles sont interdites dans tout le territoire des États-Unis. Elles sont uniquement autorisées pour deux raisons. Extraire de la cocaïne à usage médicinal et fabriquer du Coca-Cola. Mais, au début des années 50, avec la menace de la percée du régime communiste dans le cône sud, Coca-Cola se voit interdire son accès à ses plantations de coca en Colombie. Alors là, le sucre, mademoiselle Trumbo, le sucre. Le Coca-Cola ruine votre cerveau en le rendant dépendant au sucre. Et il contribue également à votre prise de poids. On n'a jamais vu une révolution d'obèses. Mademoiselle Trumbo, ce sont les derniers mots d'Allen Dulles, directeur de la CIA. La CIA avait tout intérêt à voir la boisson s'implanter en Amérique du Sud, pays frontalier qui représentait une menace directe. Vous verrez, d'ici quelques années, 10 ans, 20 ans peut-être, la population du Mexique sera composée à plus de 90% d'obèses et de personnes en surpoids. N'avez-vous jamais remarqué? Dans le moindre village de Chiapas, il y a une buvette de Coca-Cola. L'entreprise est en plein boom au Mexique. Il est même question que l'actuel PDG de Coca-Cola devienne président du Mexique. excusez-moi, Doc, pourquoi vous me racontez tout ça? Bon, Doc, est-ce que vous pensez que Traven aurait pu travailler pour les États-Unis? Qui vous a dit ça? Son perroquet. Enfin, par l'intermédiaire de son perroquet. Enfin, sur les bancs sur lesquels son perroquet a été enregistré de son vivant où il répète les paroles du Traven. Très bien, j'ai compris. Si vous voulez mon avis, ce perroquet regardait trop de films d'espionnage, où Traven l'a dressé pour qu'il dise tout et n'importe quoi à son sujet, ce qui m'étonnerait qu'à moitié. Vous savez, Traven n'aurait jamais travaillé pour les États-Unis. Il se montrait très hostile avec la politique américaine. Pour revenir à Trotsky, vous savez que Traven était né un film inédit dans lequel Trotsky aurait tourné. Doc, pourquoi ce film a une telle importance? Parce que selon les rumeurs, il se rapporte que... Doc! Lester! Lester! Vous devriez reposer cette arme, monsieur Trumbo. Qu'est-ce que vous faites ici? Sortez de chez moi! Vous nous voyez tous les jours devant chez vous. La Chevrolet Bel-Air. Vous vous doutez bien qu'on allait finir par rentrer. Vous m'aviez demandé de partir au Mexique. Je suis parti. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous avez écrit un film. Vous savez, des films, j'en écris plusieurs par semaine. Mais il y a un film qui m'intéresse particulièrement. Un film de catcheur mexicain. Un film qui s'intitule El Santo contre le cerveau du mal. Ouais. C'est une histoire intéressante. C'est une histoire de catcheurs, hein. Les gentils catcheurs, les méchants catcheurs. Vous pourriez nous raconter cette histoire? Glenda se souvenait des crises répétées de son père lors de leur visite au Mexique. De ces moments où il s'enfermait dans son bureau pendant des heures et où il parlait tout seul. Donc, si j'ai bien compris, votre histoire, c'est l'histoire d'un catcheur mexicain communiste. Parce qu'il combat contre des zombies. Je trouve l'idéologie de votre film un peu suspecte, monsieur Trumbo. Ah, la dernière fois qu'on aperçut Arthur, ce fut à Salinatus, aux portes du Chiapas. On raconte qu'il aurait pris place dans une embarcation de fortune pour rejoindre l'Argentine et aurait sombré dans le golfe de Tehuantepec. Il est plus que méritoire de découvrir le mystère dans la lumière que dans l'ombre. On raconte que poursuivi par des agents du FBI, il fut contraint de se faire passer pour mort et sombra dans la clandestinité. Tout grand artiste a le sens de la provocation. On raconte qu'il aurait été assassiné dans un dancing de Buenos Aires d'un coup de poignard en plein cœur. Les abrutis ne voient le beau que dans les belles choses. On raconte qu'il resta au Mexique, prit part à une expédition au Chiapas, découvrit la vie des Indiens indigènes et écrivit des romans qui dénoncèrent les conditions de leurs oppressions et leurs révoltes sanglantes.
et signa d'un nouveau pseudonyme, Beethoven. Adieu, adieu, adieu. Tout, la vie est atroce. C'est moi, Alex. Je ne sais pas quelle heure il est à Paris. Je ne sais même pas quelle heure il est ici. Il est tard. C'est tout ce que je sais. Je suis dans un hôtel des San Cristobal de las Casas au Chiapas. Je n'arrive pas à dormir. J'ai besoin de quelqu'un à qui parler. Si je suis venue au Mexique, c'est à cause de vous. Comme une sorte de provocation. Je suis partie là où vous m'avez conseillé d'aller. Mais pour y tourner tout un autre film que celui que vous auriez voulu. Si je moisis seule dans cette chambre, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais c'est tout de même à cause de vous. Mais ce n'est pas pour ça que je vous parle. J'ai descendu plus de la moitié d'une bouteille de mezcal. J'ai même avalé le verre qui était au fond. Je suis venue poursuivre mon enquête, ici, au Mexique. J'ai découvert dans les années 80 que Coca-Cola avait installé sa plus grosse entreprise à San Cristobal, puisant directement dans les nappes phréatiques l'eau nécessaire à la production. Mais ce n'est pas pour ça que je vous parle. Je crois qu'inconsciemment, je suis venue vivre une aventure. Mais je me rends compte que d'une certaine façon, il n'y a plus aucune aventure possible. Il y avait cette phrase sur les murs en mai 68. La société qui abolit toute aventure fait l'abolition de cette société la seule aventure possible. Il n'y a plus aucune aventure. Mais ce n'est pas pour ça que je vous parle. Je vous parle pour vous décrire le jour qui se lève. Cette lumière douce, pâle, paisible, qui se répand sur les collines, qui ruisselle entre les arbres, qui semble émaner de la terre plutôt que du ciel. La fenêtre est ouverte, je sens